là avec nous donc, pour ce printemps des poètes, dont le thème est les voix du poème. Nous avons choisi de nous associer à cette manifestation nationale pour discuter avec vous de la poésie haïtienne en compagnie de Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, vous êtes haïtien et vous vivez à Port-au-Prince. Vous conjuguez plusieurs activités, vous êtes professeur, vous êtes journaliste, vous êtes romancier et vous êtes poète. Vos premiers textes ont été publiés en Haïti, en créole, et vous êtes à présent publié en France par Actes Sud depuis une quinzaine d'années. Donc on retrouve l'essentiel de vos textes chez Actes Sud. Vous êtes souvent invité pour parler d'Haïti, pour parler de vos textes et aussi pour parler de la complexité de la réalité haïtienne, aussi bien d'un point de vue politique, social que littéraire. Vous écrivez souvent que ce que vous préférez dans les voyages, ce sont les visages plutôt que les paysages. Tout à fait. Et effectivement, lorsque l'on vous lit, c'est avant tout cette attention à l'autre que l'on retient. Cette attention à l'autre, on la saisit de manière très concrète dans le travail d'anthologie que vous avez constitué, seul ou avec d'autres. Ce que je vous propose, pour faire connaître les poètes haïtiens, pour entrer dans la poésie haïtienne, c'est de commencer par découvrir avec vous cette anthologie de la poésie haïtienne, pour parler de l'ensemble des poètes haïtiens, de leur diversité. Donc ça, c'est une anthologie que vous avez écrite avec Georges Cartera, Claude Pierre et René Saint-Éloi en 2003, qui regroupe un siècle de poésie haïtienne, donc de 1901 à 2001. On a parfois une image très sombre d'Haïti, que l'on voit comme une île bouleversée et malmenée par l'histoire, les catastrophes naturelles, les changements politiques, et on en oublie la vivacité de la culture haïtienne, son dynamisme, sa diversité. Est-ce que vous pourriez nous parler de la place de la culture en Haïti ? Avant même de parler de la diversité de la culture haïtienne, souvent on présente Haïti comme une catastrophe, parce qu'on connaît la pauvreté, on connaît cette sorte d'impossibilité à fonder un État qui représenterait véritablement la nation et qui s'inscrirait dans une stabilité. Moi, j'aimerais dire quand même qu'il faut poser la chose autrement. Haïti ne devrait pas exister. Si l'on tient compte du contexte dans lequel Haïti est né, des politiques qui ont été menées par la France, par les États-Unis au moment de la création de l'État haïtien en 1804, tout a été fait pour que cet État et cette société échouent. C'est un premier élément. Et ensuite, les élites haïtiennes elles-mêmes, que certains sociologues préfèrent appeler d'ailleurs des oligarchies, les oligarchies haïtiennes ont aussi tout fait pour qu'il n'y ait jamais une société fondée sur une sphère commune de citoyenneté. Donc il y a eu cette grande révolution d'une grande modernité, c'est la seule d'ailleurs dans l'histoire à avoir vaincu en même temps l'esclavage et le colonialisme. Et ensuite il y a eu une sorte de mise sous séquestre de cette révolution par ces élites dont jusqu'à présent Haïti n'est pas le pays mais simplement le commerce. Donc le peuple haïtien s'est retrouvé dans une très grande solitude, sans représentant ni défenseur de ses intérêts, et la société haïtienne dans son ensemble s'est retrouvée aussi dans une grande solitude, puisque la politique menée par les grandes puissances de l'époque visait un peu à la destruction, à l'échec de l'État haïtien, pour que cette révolte de sauvages ne puisse servir d'exemple. Et c'est là sans doute qu'intervient la culture, et plus précisément la poésie. Parce que cette solitude, je dirais, de la culture populaire haïtienne, cette solitude des masses populaires haïtiennes, donc des paysans haïtiens et de ce qu'on peut appeler le peuple des villes, dans une certaine tradition politique, ces gens-là, personne ne parlait en leur nom. Personne ne parlait en leur nom parce que le problème de la révolution haïtienne, c'est une révolution muette, au sens où cette révolution est faite par ces 500 000 esclaves alliés aux mulâtres et affranchis, la plupart fils de colons. On est tous d'accord sur l'indépendance, mais on n'est pas d'accord sur la société qui doit naître de cette indépendance. C'est là vraiment que les élites ont créé une société dans le mépris le plus total des intérêts
je dirais, des masses populaires qui, elles, avaient été les véritables porteurs de cette révolution. Et cette révolution n'a pas produit de texte politique comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme une constitution, comme un discours politique proposant quelle nation nous allons créer et comment nous allons organiser le vivre ensemble. Il n'y a jamais eu dans l'histoire d'Haïti que les poètes à dire nous, que les poètes à proposer une organisation sociale, à proposer un rêve haïtien, à proposer une identité haïtienne. C'est peut-être pour cela que la poésie prend toute la place qu'elle prend dans la vie haïtienne. Quand on veut enseigner la citoyenneté à des enfants haïtiens, on n'a pas de texte politique de référence. On leur fait lire du Philoctète. Et c'est une charge énorme pour les poètes, parce qu'on demande au discours poétique de se substituer à tous les discours manquants. Ce que les politiciens n'ont pas su dire, ce que les sciences humaines n'ont pas su enseigner, tout cela, ça devient la responsabilité du poète. Donc derrière les jeux littéraires des poètes, il y a des enjeux sociaux énormes. Ce n'est pas le cas, je pense, aujourd'hui pour une société comme la France. Aujourd'hui encore, en Haïti, la parole fondatrice demeure une parole poétique. Donc c'est vrai que la pratique littéraire dans ce cadre-là prend une place importante. Et c'est parfois difficile pour les poètes d'assumer cette dimension d'oracle, de penseurs, d'analystes qu'on leur demande d'assumer. Alors est-ce que du coup on peut dire que la poésie en Haïti est populaire? Est-ce qu'elle est lue effectivement dans les écoles, par la jeunesse? Là c'est un paradoxe. Là c'est un paradoxe. On n'enseigne encore que les morts. C'est-à-dire que Georges Castrat est bien vivant, et moi je vais souvent dans les écoles donner des conférences, parler aux jeunes, et je me mets à parler de Castrat, et il y a un élève très sérieux qui prend des notes et il me dit « Monsieur, vous n'avez pas encore donné sa date de décès ». Comme si pour être poète, il fallait être mort. Ce n'est pas au niveau de l'enseignement que ça se passe. Ce n'est pas au niveau de l'enseignement que ça se passe. Ça se passe dans des formes associatives. Il y a un nombre incroyable de petites associations culturelles où les jeunes déclament de la poésie. Et quand je dis qu'ils déclament de la poésie, celles qu'ils écrivent eux-mêmes, et celles du 19e siècle qu'ils ont pu apprendre à l'école, et aussi celles des poètes importants du 20e siècle et du début du 21e siècle. Il y a une sorte de permanence de la poésie. On pourrait même faire une biographie de la poésie en Haïti. Déjà pour Port-au-Prince, on peut dire qu'il y a à Carrefour la bibliothèque Étoile Filante. On sait qu'il y a de la poésie qui se lit tous les dimanches. Il y a la bibliothèque Justin Lérisson où ça se passe le samedi. Il y a les vendredis littéraires que j'organise à Delma où ça se passe le vendredi. Il y a le centre culturel Pied-Poudré. Il y a la poésie. Et elle ne circule pas seulement sur le mode de la lecture, elle circule beaucoup sur le mode oral. Alors on voit quand on lit cette anthologie de la littérature haïtienne, on retrouve beaucoup de noms que l'on connaît avant tout pour être des romanciers. Alors je pense à vous, mais je pense aussi, il y a René Depestre qui est présent, il y a une auteure dont on a parlé récemment qui est Kathleen Mars, qui a écrit un texte qui s'appelle Aux frontières de la soif, donc qui n'est pas de la poésie. Et on a l'impression, alors vous nous direz si c'est juste, que toutes ces personnes qui ont écrit ou qui écrivent des romans ont commencé par écrire de la poésie. Ont commencé par écrire de la poésie, dans la plupart des cas, n'ont pas cessé d'écrire de la poésie. Et c'est étrange, moi quand je marche dans les rues de Port-au-Prince, les gens m'appellent poète. Et, bon, ce sont les romans qui se vendent en termes de marché, mais en Haïti, le statut, le genre littéraire qui a vraiment le statut de genre noble, et en même temps de genre populaire, c'est la poésie. C'est la poésie. Les gens, ils lisent des romans, d'accord, ils disent, bon, maintenant tu commences un peu à trahir, ça se passe bien en France, on te voit à la télévision, et dis-nous tes derniers poèmes qu'on voit si tu es encore vivant. C'est un peu ainsi que ça se passe en Haïti. Il y a aussi des poètes qui sont restés fidèles à la poésie, qui n'ont jamais
souffert de la tentation du roman. On peut penser à Georges Castrat, on peut penser à la plupart des poètes du groupe Haïti littéraire 1960. Et le genre dominant, c'est vraiment la poésie. C'est vraiment la poésie. Moi, De Pestre, c'est très bien ses romans, mais en Haïti, personne ne discute de ses romans, on discute de ses poèmes. Il y a vraiment le règne de la poésie. Et malgré les succès relatifs de quelques Dany Laferrière, Lionel Trouillot et autres, la poésie reste le genre dominant. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle social et politique des poètes. Dans cette anthologie, on découvre que beaucoup de poètes ont eu un lien intime avec la poésie. Je pense à Jacques Roumain qui a fondé le Parti communiste haïtien, ou encore à Anthony Lespès qui a fondé en 1946 le Parti socialiste populaire. Quel lien peut-on faire entre cette émancipation que permet la poésie et les engagements politiques de ces poètes? Là, c'est pas seulement la poésie, c'est la littérature en général. Je pense qu'il y a deux traditions littéraires qui s'opposent en Haïti. Il y a une tradition, quand même, il y a une vieille tradition de droite très intimiste. Il y a aussi des poètes haïtiens qui ont passé leur vie à écrire sur leurs petites amours, en demandant en plus aux femmes de continuer de les pleurer une fois qu'ils seraient morts. Il y a une poésie, je dirais, un peu de l'intérieur bourgeois, et petit bourgeois, d'ailleurs plutôt raciste. Quand on pense à un grand poète comme Léon Lalo, on se rend compte que toute l'imagerie féminine de sa poésie est blanche. Ce sont toujours des femmes plus blanches, avec des mains d'albâtre, des mains plus blanches que les miennes. Donc il y a aussi cette tradition-là d'une poésie ou d'une écriture littéraire qui ne regarde que l'univers de l'individu parlant. Et pour des raisons de division sociale, la plupart des écrivains haïtiens sont quand même d'origine sociale assez aisée, puisque lire n'est pas une réalité universelle dans la société haïtienne. Savoir lire, c'est déjà un privilège. Savoir écrire, c'est encore monter plus haut dans les privilèges. Donc il y a cette tradition. Et de l'autre côté, il y a la tradition du discours qui est porteur à la fois du jeu du poète ou de l'écrivain et de ce nous manquant. Ce sont les poètes qui disent nous, qui disent qu'est-ce qu'on peut faire de cette société, quel vivre ensemble pouvons-nous créer. Et souvent il est arrivé que, interpellés par l'histoire, ces poètes ou écrivains se retrouvent dans des situations les appelant à poser des actes politiques. C'est une vieille tradition qui existe depuis le 19e siècle. On peut penser à Massillon Kouakou, poète du 19e siècle, enfin 19e, qui s'est fait exécuter par un chef d'État, et d'autres. On peut penser à Auguste Ténor, poète et syndicaliste, qui est mort dans les prisons de Jean-Claude Duvalier, entre autres Jean-Claude Duvalier, qui vit tranquillement en Haïti et qui se fait passer pour un homme de bien. Moi, je tiens à rappeler qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes dans les prisons, pas seulement de François Duvalier, le père, mais aussi de Jean-Claude Duvalier, le fils, dont Auguste Ténor, qui était à la fois poète et syndicaliste. Donc souvent, il est arrivé que, indépendamment même de leur volonté, ça il faut le dire, la parole poétique ou la parole littéraire ait pris une importance telle comme en représentant le discours juste, qu'on a presque forcé la main à des écrivains ou des poètes en leur disant « sortez de cet espace de création pour entrer directement dans l'espace politique ». À titre d'exemple, on s'est retrouvé, Cito Cavé, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui l'ont lu ou qui le connaissent. Cito Cavé, ça n'a rien d'un athlète appelé à marcher 3 heures, 4 heures dans des manifestations politiques, parfois à courir quand la police nous tirait dessus. Et on s'est retrouvé, Cito Cavé, moi-même, le chanteur Jean Coulange, le chanteur Willy Saint-Louis-Jean, qui fait un travail incroyable de mise en chanson des grands textes poétiques haïtiens. On s'est tous retrouvés dans les rues avec les étudiants, parce qu'ils sont venus nous chercher en nous disant « tout ce que vous écrivez, c'est très bien,
Mais la réalité, justement, au nom de ce que vous écrivez, il faut venir participer avec nous à la lutte concrète. Donc, le poète, l'écrivain haïtien est souvent sollicité en ce sens. Moi, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il faut dire oui, est-ce qu'il faut dire non? Je pense que c'est au cas par cas, c'est en fonction des tempéraments et en fonction aussi des disponibilités et des choix personnels. Mais n'empêche que c'est ça la réalité. Là, il y a l'occupation, il y a une occupation molle en Haïti, il y a un pays vendu, il y a une misère vendue à bon marché aux ONG, et on est tout le temps sollicité. Les gens nous disent quand est-ce que vous allez prendre la parole sur ça, quand est-ce que vous allez commencer à rédiger des pétitions pour demander que la mission des Nations Unies s'en aille. Donc on est toujours sollicité à déborder, je dirais, le paradis de la création littéraire pour descendre dans les rues. Alors, cette sollicitation, est-ce qu'elle elle explique le fait que dans l'histoire de la poésie haïtienne, on retrouve un certain nombre de mouvements qui vont marquer cette histoire? Je pense à Haïti littéraire, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu la revue indigène, ça a commencé dès le 19e siècle avec le Cénacle, la Ronde, etc. Est-ce que ce besoin de se regrouper, de constituer un ensemble pour assumer ce nous, passe par tous ces mouvements littéraires? C'est vrai que la poésie haïtienne a évolué par étapes. Et ces étapes sont marquées par des recoupements qui ont pris dans la pratique littéraire la forme de revues. D'ailleurs, quand on étudie la périodisation de la littérature haïtienne, ce n'est pas par le roman qu'elle est établie, c'est par la poésie. Il y a tel mouvement poétique ou telle proposition poétique, et cette nouvelle proposition poétique traduit aussi un état de conscience de la société. En 1836, quand des poètes commencent alors 35-36, quand des poètes commencent à parler de brunir la langue française sous le soleil d'Haïti, c'est déjà un premier sursaut contre, je dirais, cette francophilie qui au début caractérisait les lettres haïtiennes. C'est un premier soupçon d'émancipation et de révolte. Et quand il y aura ce qu'on a appelé à la fin du 19e siècle l'école patriotique avec les Massillon Kouakou, Oswald Durand, Tertullien Guilbeault et autres poètes, il y a un discours de mise en garde politique pour dire si vous continuez à produire cet État contre la nation, il y a tous les risques que nous perdions cette indépendance si durement acquise. C'est ce qui va arriver. Et au moment de l'occupation, vous avez la revue indigène qui est vraiment pour moi la grande rupture et la vraie proposition de départ d'une identité haïtienne. Sous l'occupation américaine, il y a donc cette naissance de la revue indigène et du mouvement indigéniste en général, qui va dire, mais l'haïtianité, il faut la penser. Et pour la penser, il faut reconnaître en nous cette part d'africanité que nous avons voulu fuir ou taire pendant tout le 19e siècle. Et ça a été un point de départ. Et ça a été aussi le mouvement quand il a été dit qu'il faut quand même intégrer cet élément populaire que nous ignorons et méprisons dans notre discours littéraire. C'est là que le créole commence à entrer en littérature, c'est là que le paysan haïtien commence à entrer en littérature. Donc il y a une sorte d'évolution parallèle entre la pensée sociale et les écritures poétiques. Et dans les années 50, le combat contre la dictature des Duvalier va être étroitement lié aussi au combat pour le respect et le développement de la langue créole. Alors on en reparlera quand on parlera tout à l'heure de Georges Caltera, mais sur ce développement justement du créole, c'est quelque chose qui est arrivé assez tardivement. Je crois que le créole a été reconnu comme étant égal au français en 1987, dans une constitution qui était uniquement écrite en français. Alors, qui a été écrite dans les deux langues. Il y a une version créole, mais qui est une catastrophe, parce qu'ils ont eu la mauvaise idée d'écrire d'abord la version française, et la traduction en créole est une calamité. Donc nous avons deux constitutions qui ne disent pas exactement la même chose. Donc les paresseux qui ont traduit du créole en français ont traduit par exemple, je dirais, politique par électif, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais au moins il y avait l'intention. Et vous, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces deux langues? Quel est votre rapport au créole? Parce que vous écrivez encore aujourd'hui en créole. Ah oui, la plupart des écrivains haïtiens vivant en Haïti écrivent dans les deux langues. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne me le pardonnerait pas en Haïti de n'écrire qu'en français.
D'ailleurs, je comprends mal d'ailleurs que les écrivains haïtiens écrivent aujourd'hui qu'en français, mais ça c'est un autre, c'est un autre débat. Il y a une évolution dans ma relation à la langue créole. Moi, quand j'ai commencé à écrire en créole très tôt, j'avais 15 ans, j'ai publié en créole avant Franck Etienne, qui a 20 ans de plus, 20 ans de plus que moi, presque jour pour jour. C'était un choix politique aussi. C'était une révolte contre l'establishment littéraire, contre les curés bretons qui m'avaient enseigné que le créole n'était pas une langue, contre mon père qui me disait mais attends, on t'a quand même pas placé dans la meilleure école du pays, tu viens d'une famille de lettrés, tu vas pas perdre ton temps à écrire en créole. Et cela était lié aussi à un discours, je dirais, révolutionnaire qui interrogeait la dictature comme on pouvait, parce qu'on ne pouvait pas l'affronter directement. Donc on écrivait des poèmes avec beaucoup de polysémie, et qui disait ce qu'il disait tout en faisant semblant de ne pas dire ce qu'il disait. Les premiers poèmes que j'ai publiés en créole, je les ai publiés sous pseudonyme. Parce que l'idée n'était pas de se faire connaître comme poète de langue créole. D'ailleurs, personne n'était intéressé à la poésie de langue créole comme genre de prestige. Je me suis même retrouvé à écrire des chansons pour l'église catholique, moi qui suis résolument athée. Mais parce qu'il y avait au sein de l'église catholique pas que les réactionnaires à la solde de la dictature, il y avait aussi quand même un mouvement qui va plus tard tourner à la catastrophe. Ça c'est encore un autre débat. Mais il y avait un discours revendicatif. Et comme ils n'étaient pas forcément, ils avaient plus de foi que de talent, nous, jeunes communistes, on leur écrivait des poèmes. On leur écrivait des poèmes. J'ai donc écrit des poèmes qui ont été chantés à l'occasion de la venue du pape en Haïti, encore dans les messes de Noël, des poèmes que mon frère Wolf et moi, nous avons pu écrire. Donc il y avait quelque chose de très militant. Donc je parle de mon adolescence quand j'avais 16 jusqu'à 19 ans. Et après, ça c'est devenu autre chose. Après, c'est devenu autre chose. Ce n'était plus cette nécessité d'affirmer son respect, son amour de la langue, ni non plus de faire peuple ou d'essayer d'aller trouver le peuple en utilisant la seule langue que lui utilise. C'était devenu quelque chose de plus intime, de plus personnel. Étrangement, aujourd'hui, quand j'écris des poèmes lyriques, je les écris en créole. Vous ne pourriez pas les écrire en français? Il m'est difficile aujourd'hui, même si il m'est difficile aujourd'hui de tomber amoureux en français. Alors que quand j'ai commencé à écrire en créole, le créole c'était la langue du social, la langue du discours revendicatif. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce sont les textes qui choisissent leur langue. Le texte me vient en français, il s'écrit en français, il me vient en créole, il s'écrit en créole. À moins que lui apporte sa propre rébellion. Et les textes que j'ai commencé en créole, ça ne semblait pas marcher, et en français ça marchait. Et l'inverse est aussi vrai. Je crois que c'est un peu le cas pour la plupart des écrivains de ma génération, un peu plus âgés que moi. Maintenant, si on parle de la réalité d'aujourd'hui, pour la première fois, nous commençons à avoir des poètes entre l'âge de 25 et 35 ans qui sont vraiment d'origine populaire, c'est-à-dire ce sont vraiment des garçons ou des filles qui sont nés dans ces classes moyennes défavorisées. Le français est une langue très éloignée pour eux. Ils ont appris le français à l'école, ils se débrouillent pas mal avec, il arrive même qu'ils écrivent en français, mais leur vraie langue, c'est le créole. Et ça change quelque chose. Des poètes comme Castra et moi, c'est parce qu'on était des voyous qu'on a découvert le créole populaire. Georges, il a commencé à fuir l'école à l'âge de 15 ans pour aller dans les quartiers populaires. Moi, je l'ai un peu fait. Et eux, ils n'ont pas à aller chercher le créole. Ils sont nés dedans et ils ont une imagerie, ils ont un rapport à la langue qui est vraiment quelque chose de nouveau. La zone de vitalité de la littérature haïtienne aujourd'hui, c'est vraiment la poésie d'expression créole. Si vous me demandez de vous citer des jeunes romanciers haïtiens entre 25 et 35 ans aujourd'hui, bon, je dirais peut-être Mackenzie Orsel, et Mackenzie c'est 2 romans sur 10 ans, et Marvin Victor c'est 1 roman, et ça fait quelques années qu'il l'a écrit, mais se construit sa réputation de romancier autour de ce seul roman. Mais si vous me demandez des poètes, je peux vous dire Jeudi Inema,
Lovely Fifi, Wilkin Scott. Les noms me viennent comme ça, j'ai pas à chercher parce qu'ils publient leur recueil. Et ça fonctionne. Et ça crée aussi un déplacement parce que dans ces milieux-là, dont ils sont eux-mêmes originaires, on écoute leurs poèmes et la poésie, elle n'était pas exactement, mais aujourd'hui elle n'est certainement pas le privilège des quelques lettrés qui ont encore le regard tourné sur la France. Alors dans cette anthologie, ce qui m'a frappé quand je l'ai lu, c'est qu'il y a à la fois donc, des poèmes en français et des poèmes en créole. Et les poèmes en créole ne sont absolument pas traduits. Ah non. Ah non, moi je suis contre le principe, je ne suis pas le seul. Si on fait un livre pour les Haïtiens, quand un texte est en créole, on n'a pas à traduire du créole au français pour les Haïtiens. Inversement, on ne le fait pas non plus. On considère que les deux langues appartiennent à la culture du pays. Et d'ailleurs, il y a encore quelques cadavres littéraires, une sorte d'arrière-garde d'une culture bourgeoise complètement dépassée, coupée de la réalité, qui disent encore je ne lis pas le créole. Alors quand quelqu'un aujourd'hui, quand un haïtien dit je ne lis pas le créole, ça veut dire que vous ne lisez pas Castrat, vous ne lisez pas Cavé, vous ne lisez pas la moitié de l'œuvre de Franck Etienne. Honte à vous, je dirais. Donc on fait plus ce travail de traduction pour les Haïtiens, qui se débrouillent. Je voudrais à présent qu'on s'arrête sur deux poètes majeurs. René Philoctète, dont vous nous avez déjà parlé, qui est mort en 1995 et pour lequel vous avez constitué donc, cette anthologie qui s'appelle, en reprenant un titre de Philoctète, Poème des Gilles qui marchent. Et puis on parlera de Georges Castera, qui est lui encore vivant aujourd'hui.